Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Laure, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Laure, pour ceux qui ne te connaissent pas, Laure Amben, tu es coach business pour les professionnels de la nutrition. Et est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours avant de commencer ? Oui, salut Alexandra, bonjour à tous. Donc, comme tu l'as dit, je suis coach business pour les thérapeutes, les professionnels de la nutrition. Mon parcours, en fait, je suis moi-même nutrithérapeute. En 2016, j'ai terminé cette formation en nutrithérapie à Bruxelles, donc je suis belge. Et j'ai lancé mon activité. J'étais manager sur le côté dans une société belge. J'ai lancé cette activité en side project. Donc, ça a été quelques années de challenge, de défis à surmonter. Et puis, en 2022, j'ai eu envie de réorienter cette activité. Et là, depuis, j'accompagne donc les professionnels de la nutrition à développer leur activité et à lancer, que ce soit leurs consultations, les ateliers en nutrition ou même des stages. Donc vraiment, je les accompagne dans tout le processus de lancement et de création d'activités. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu as une vie qui fait pleinement sens et impact. À combien sur une échelle de 0 à 10 ? 0, pas de sens, et 10, méga sens. Je pense que je peux m'estimer à un 8 sur 10. Super. Qu'est-ce qui manque pour que tu passes à 9 ou 10 ? 10, je le considère quasiment impossible, mais qu'est-ce qui manquerait pour que tu passes à 9 selon toi ? Pour avoir de l'impact, Ouais, sens et impact. Les deux mélangés, il y en a un qui fait plus sens pour toi qu'un seul, mais... ouais, je pense que ce qui manque, en fait, c'est que, en fait, pour moi, avoir de l'impact et une vie remplie de sens, ce sont deux notions qui sont liées, mais différentes, en fait. Et je les vois donc vraiment, pour moi, avoir une vie remplie de sens, c'est plus une notion personnelle où c'est tu te lèves le matin et tu es motivé, tu as de l'énergie pour faire ce que tu dois faire dans ta journée, tu as envie d'y aller. Et pour moi, enfin, en tout cas, c'est ce que moi je vis dans mon quotidien, c'est que je n'ai pas d'impact tant que ma vie n'est pas remplie de sens. J'arrive pas à avoir de l'impact sur les autres si moi-même, au quotidien, je sens pas que je suis dans ce que je dois faire, dans le flow de ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je pense que pour arriver à 10, ce qu'il me faudrait, c'est que je m'autorise encore plus à remplir ma vie de sens. Alors, je pense que là, j'y suis arrivée ces derniers mois et je suis sur le bon chemin. Mais voilà, ce serait vraiment cette notion de mettre encore plus de sens dans ma vie pour avoir encore plus d'impact chez les autres. Et concrètement, est-ce que tu peux nous partager justement, ça serait quoi avoir plus de sens dans ta vie aujourd'hui ? Alors, avoir plus de sens dans ma vie, je pense que c'est s'autoriser en fait à vivre à travers ce qui est important pour moi, à travers mes valeurs, à travers ma raison d'être et aussi ne pas rester dans des blocages et dans des peurs. Voilà, j'ai fait déjà un long chemin, un processus par rapport à ça, parce que je pense que si on avait eu cet échange il y a un an, j'aurais pas été à un 8 sur 10, j'aurais été plutôt, je pense, sur un 4-5. Donc, et ce que j'ai mis en place ces derniers mois, c'est vraiment ça, en fait, c'est m'autoriser à me dire, OK, c'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi qui te donne envie d'avancer, qui te donne cette motivation, où tu te sens vraiment rempli d'énergie? Et comment tu peux vivre à travers ça et mettre un peu de ça dans ton quotidien, en fait. Hmm. Et il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui, je pense, n'arrivent pas à mettre le doigt sur justement, c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi ce qui est vraiment Mm. important pour moi. Comment tu as fait pour trouver ce truc, se dire, ah oui, c'est vraiment ça qui est important pour moi, sans mensonge, sans mentir. Enfin, ça, il y a la différence en plus entre les mensonges que tu te racontes et ce qu'il y a vraiment au fond de toi. Comment tu as fait? Oui, et c'est vrai que c'est quelque chose de pas évident
je trouve. Et aujourd'hui, je sais dire ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est quoi ma raison d'être d'aujourd'hui, mais je pense que elle va encore évoluer aussi. Comment j'ai fait, c'est, enfin voilà, ma vie m'a aussi amené à avoir du temps pour réfléchir à ça, pour me poser cette question. Et, et en fait, c'est vraiment ce que j'ai fait, ce sont des exercices à me dire, ok, c'est quoi qui est important pour toi? Où est-ce que tu vois que tu as de l'énergie? C'est dans quel projet est-ce que tu te sens motivé, ou tu as envie d'y aller? Qu'est-ce que ta vie, si tu regardes ta vie ces derniers mois ou ces dernières années, qu'est-ce que tu vois en fait? Elle te démontre quoi? T'as mis quoi en place naturellement, sans te poser de questions? Et c'est vraiment en fait ce qui m'a permis de mettre ça en lumière, c'est alors oui, il y a cette partie d'exercice de développement personnel, mais aussi vraiment de prendre du recul et de regarder ces 10, ces 20 dernières années, tout ce que j'avais accompli, tout ce que j'avais fait, sans nécessairement m'en rendre compte. Et justement, là, si je t'interviewe sur ce podcast, c'est parce que tu as tout plaqué pour repartir sur un bateau et faire ce travail d'introspection. Est-ce que pour toi, il y a besoin justement, quand on est perdu et pour se retrouver, de forcément tout plaquer et faire ce voyage un peu fou que tu as fait? Et d'ailleurs, après cette question, je te poserai des questions sur ce voyage. Mm. Avec le recul, je ne pense pas. Non, c'est pas nécessaire de tout quitter. Par contre, je pense que c'est nécessaire de sortir de ta zone de confort et ouais, de se mettre un défi. Et notamment, c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant ce que toi tu proposes, de te poser des questions en marchant, tu vois, parce qu'il y a cette notion de je sors de ma zone de confort, je mets en mouvement et j'y vais. Donc non, je ne pense pas qu'il faut tout quitter, qu'il faut tout plaquer pour pouvoir se découvrir et avoir cette vie un peu alignée. Mais pour moi, je pense que c'est important quand même de sortir de ta zone de confort et de pas rester dans ce quotidien, dans cette routine que tu t'es imposée en quelque sorte. Et donc vraiment, si j'avais un conseil, c'est vas-y, sors de ta zone de confort et mets-toi en mouvement. Ok. Et ça n'a pas dû être facile de décider de tout plaquer. Enfin, tout plaquer, t'as pas non plus tout plaqué, mais t'es quand même, t'as des enfants, t'es parti sur un bateau pendant, il me semble, 6 mois, quoi. C'est ça, non? 8 même. 8 mois, c'est quand même une sacrée décision. Qu'est-ce qui a motivé sa décision? Comment t'as fait pour prendre cette décision? Comment tu t'es dit, quel a été tout ce cheminement de pensée depuis ça va pas à je prends la décision? Mm. En fait, je réfléchissais à ça hier justement, et je pense qu'il y a la réponse d'aujourd'hui et il y a la réponse du moment où j'ai pris cette décision. Donc, je vais aller d'abord sur la réponse du quand j'ai pris cette décision. Euh, je- En fait, moi, je me suis dit, OK, là, j'ai 42 ans. J'ai toujours eu ce rêve de faire un grand voyage parce que moi, j'ai une de mes valeurs très importantes, c'est découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Et donc, j'ai toujours su que j'allais faire ce grand voyage, cette pause dans ma vie. Et donc là, je me suis dit, OK, ben voilà, t'as 42 ans, mes enfants sont grands, ils ont plus de 20 ans tous les deux. Et je me dis, c'est maintenant ou jamais, en fait. Et donc, je me suis lancée comme ça. Et je pense que j'ai pas vraiment réalisé l'ampleur de ce que c'était sur le moment même. Et j'y suis allée, en fait. J'y suis allée action par action, pas à pas. Ça a pris 3 ans pour planifier ce voyage parce qu'il y a les permis bateaux à passer, il y a la maison à remettre, il y a le travail en tant que salarié où il fallait prendre une pause carrière. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Et en fait, l'objectif, c'est tellement décortiqué en petites actions que ça a été facile à mettre en place et que je me suis pas rendu compte de ce que j'étais en train de faire, en fait. C'est aujourd'hui, après avoir fait toute cette aventure et avec le recul, que je vois en fait différemment les choses et que déjà je me dis waouh, comment t'as fait tout ça sans enfin voilà, vraiment en y allant et jamais en hésitant une seule fois. Mais par contre, ce que je vois aujourd'hui, c'est que avec le recul, je pense que j'ai fait tout ça parce que mon quotidien était tellement lourd pour moi que c'est la seule solution que j'ai trouvée en fait et Mm. que j'avais pas d'autre solution. Et donc c'était
et je pense que c'est ça en fait qui a rendu la chose facile, c'est que j'étais pas consciente de ça à ce moment-là, mais je savais que moi j'avais pas d'autre solution. Il fallait que je fasse ça pour me retrouver, pour me libérer de tout ce que je m'étais imposé ces dernières années. Et l'objectif de ce voyage, c'était quoi du coup? C'était voyager, trouver, construire la suite. Quel était l'objectif de ce voyage quand tu étais partie? Donc l'objectif quand je suis partie, c'était de vivre ce rêve sur l'eau que j'avais toujours idéalisé et partir à la découverte de nouveaux horizons. Vraiment, c'était vraiment l'objectif au départ. C'était une pause de 6 mois, même si je pense que déjà à ce moment-là, au fond de moi, j'avais cette petite voix qui me disait, ça va être compliqué de revenir. Mais c'était l'objectif au départ. Ok, donc tu disais je fais une pause et puis je reviens dans ma vie d'avant. C'était quoi Je fais une pause et je reviens en espérant avoir des réponses. Je pense que c'était ça en fait. Ok. Et euh, j'étais pas dans ça va, je vais tout changer, mais j'espérais quand même au fond de moi que de ne pas revenir en tout cas dans ce quotidien qui m'étouffait. Donc et c'est aujourd'hui et c'est vraiment avec le recul en fait que je vois tout ça parce que dans ce moment même j'étais tellement en train de construire le projet, en train d'avancer que je me posais pas toutes ces questions en fait. Et c'est vrai que enfin voilà, c'est aujourd'hui en réfléchissant à ça et en revenant 1 an en arrière, je vois la situation dans laquelle j'étais et je me dis, ok, t'étais parti faire ce voyage pour vivre une aventure, pour découvrir de nouvelles choses, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, je sais au fond de moi que j'avais quand même cette intention inconsciente de me dire, ça va être un changement dans ta vie et j'espère ne pas devoir revenir dans ce quotidien, en fait, que j'essaye de fuir d'une certaine façon. Ok. Et tu étais seule sur ton bateau, si je dis pas de bêtises. Oui, j'étais seule, sauf que, enfin, voilà, gérer un bateau, gérer des traversées, c'est pas évident. Et donc, j'ai quand même, j'ai mon papa, j'ai des amis qui sont venus pour, par exemple, qu'on a fait la traversée entre le sud de la France et la Corse. C'est une traversée qui dure 20 heures. Donc là, mon papa m'a accompagnée parce que, bien sûr, je me suis lancée dans ce projet d'aventure en mer sans avoir vraiment beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, j'ai quand même eu besoin d'aide. Mais ou sinon, j'étais la majorité du temps seule et je vivais seule à bord, oui. Ok. C'est comment? Parce que je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui prennent le temps d'essayer de vivre seul. En tout cas, moi, à titre personnel, je me dis waouh, ça fait un bout de temps que je me suis pas retrouvée seule avec moi-même à vivre voilà, une aventure seule. Qu'est-ce que tu en as tiré? Comment tu as vécu ça? Alors, je dirais que les premiers mois, c'est assez facile parce que on apprend, enfin voilà, on apprend à vivre, on se fait à son environnement, on découvre de nouvelles choses. Par contre, c'est là aussi qu'il y a toutes les peurs qui sortent. C'est là enfin, moi, j'ai vu arriver des peurs que j'imaginais même pas avoir. Et je me suis même dit, mais enfin, Genre Laure, quoi comme peur? Tu peux tu, nous partager? des peurs que je ne connaissais pas. Donc, par exemple, j'avais peur d'un accident. J'avais peur de quelqu'un qui pouvait monter à bord du bateau. J'avais peur déjà à ce moment-là, après 1 mois, j'avais peur de m'être trompée. J'avais peur de me dire, oh là là, et si on m'oublie en Belgique? Et si je perds tous mes amis? Et donc, en fait, il y a toutes ces sortes de peurs que j'avais jamais mis en lumière avant, qui ont commencé à sortir. Et ça, je pense que c'est vraiment le fait d'être seule qui a fait ressortir tout ça. Parce que je devais certainement les avoir avant dans ma vie, mais j'étais tellement anesthésiée par le fait d'être entourée tout le temps et tout le temps sollicitée qu'elles n'avaient pas le temps de sortir. Et donc, les premiers mois, voilà, seule, il y a tout ça qui est sorti. Et puis, en fait, t'acceptes et tu les vis et tu les traverses. Alors, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. C'est assez intéressant parce que tu vois tes peurs disparaître, mais tu en vois d'autres qui arrivent. Et puis, je dirais après 4 5 mois, là, il y a quand même cette notion de solitude qui est arrivée. Et là, je me suis dit, tu as fait ton aventure en solo. Là, ce serait peut-être bien de pouvoir la partager avec d'autres personnes.
Et en fait, maintenant que j'ai mis vraiment en lumière mes valeurs et ma raison d'être, je comprends pourquoi je suis passée par ce processus-là, parce que moi, ma raison d'être, c'est vraiment de connecter avec des personnes, de les aider à atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Et donc, il y a vraiment cette notion, tu vois, de partage, de connexion qui est importante. Et une fois que je m'étais vraiment découverte, moi, j'ai eu ce besoin, en fait, de reconnecter avec des autres. Et donc, c'est là qu'il y a ce sentiment de solitude qui est apparu. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que j'ai mis fin à ce voyage qui aurait pu encore continuer quelques mois. Ok. Donc, finalement, cette solitude, ça a permis, toi, de te reconnecter à qui tu es, à tes peurs, à justement enlever toutes ces couches d'oignons pour voir Mm. qu'est-ce qu'il y a au fond. Et la solitude est arrivée, en fait, une fois que tu as fini ce travail et que tu es là, bon, bah, c'est bon, quoi. J'ai trouvé ma raison d'être, j'ai trouvé ce qui me fait vibrer. Maintenant, je sors de ma grotte. C'est ça un peu le process? Exactement. C'est exactement ça. Et aussi cette période, tu vois, où j'ai été seule, ça m'a permis de retirer un peu tous les masques que je m'étais imposés ces dernières années. Parce qu'il y a le masque de la copine parfaite, la manager au top, la petite fille pour les parents parfaite. Enfin, tu vois, tous ces rôles, en fait, que tu t'imposes dans ton quotidien. En fait, ça m'a permis de retirer tout ça, de ne plus devoir les jouer et de me dire, OK, ben, en fait, Laure, toi, t'es vraiment ça, en fait. C'est ça la personne que tu es. Et une fois que tout ça a été retiré, je me suis dit, ouais, là maintenant, il faut que je reconnecte avec des gens, il faut que je partage, il faut que je recommence à lier en fait mes valeurs à ce qui est important pour moi. Et comment tu as fait justement cette transition? C'est une question que je me suis toujours posée. J'ai beaucoup pensé au début de ma vie professionnelle à faire une année sabbatique, tour du monde. Puis je me suis toujours dit, bah non, parce que l'horreur, si tu dois revenir après au boulot, jamais de la vie, ça fait retour casse départ. Je préfère avoir beaucoup de vacances et étaler le plaisir que faire tout en condensé d'un an et de devoir retourner dans ma situation. Toi, comment tu as vécu justement cette moment de transition où tu sais qu'il faut retourner et quelles actions je prends en place par rapport à tout ce qui a émergé? Est-ce que tu peux nous partager un peu voilà, cette transition du retour? Oui, alors c'est une transition qui n'a pas été évidente parce que mais déjà à bord, quand j'étais à bord, elle était déjà un peu stressante pour moi, je veux dire, parce que j'avais peur de devoir revenir dans ce quotidien et que tous ces masques réapparaissent, en fait. Parce que c'est ça aussi qui est pas évident, c'est que tu te reconnectes à toi et puis tu reviens dans la vie que tu connaissais et avec des personnes qui sont toujours les mêmes, qui ont la même vie. Et donc, du coup, tu as tendance à rejouer, en fait, ces différents rôles. Et donc, la première étape, ça a été de revenir 15 jours pendant les fêtes de fin d'année. Et là, je me suis dit, OK, on va tester, on va voir comment ça se passe. J'ai vraiment vu qu'il y avait ces rôles qui pouvaient revenir. Et donc, ça m'a fait du bien après de pouvoir repartir et de vraiment déconnecter pour me dire, OK, il faut vraiment que tu sois attentive à ce qui est important pour toi et à chaque fois à te réaligner à ce que toi tu es et ne plus retomber dans tes vieux schémas. Et aussi, enfin, moi, j'ai vécu cette transition, j'ai remis ma démission, en fait. Ça a été aussi une période un peu compliquée parce que le fait de me découvrir, je savais que je pouvais plus retourner et que je pouvais plus assumer certains rôles qui étaient plus les miens. Et donc, j'ai remis ma démission dans cet emploi où j'étais salariée depuis plus de 15 ans. Ça a été un soulagement, mais ça a aussi été une belle sortie de zone de confort parce qu'il y a toute cette insécurité, en fait, cette insécurité financière qui est arrivée en même temps. Et donc, pendant cette période de transition, je l'ai vraiment vécue à travers cette insécurité et ce fait de me dire, OK, tu dois cette conscience de dire, reste connecté à toi et traverse cette période de transition en restant connecté à toi. C'est pas évident tous les jours. Il y a des jours où vraiment, j'avais juste envie de rester sous la couette et de me dire, je sors pas d'ici, je vois personne. Mais par contre, c'est tellement, enfin, le fait de faire ce travail de dire, OK, reste connecté à ce que tu as découvert, mets de la tension là-dessus. En fait, c'est plus facile de vivre la transition parce qu'en fait, je suis alignée à ce que je fais et parce que j'ai un sens, en fait. Maintenant, tous les matins, je me lève et j'ai un sens dans ma journée. Tu vois, autant avant dans cette enfin, dans ce job de salarié, j'attendais le week-end, j'attendais mes vacances pour me dire, ah, c'est maintenant la vie. Autant maintenant, je me lève le matin, mais je sais que c'est ma vie, elle est là, tu vois. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a aidé dans
cette période de transition. C'est vraiment d'être connecté à ce qui est important pour moi. Ok. Cette notion de masque, elle me parle beaucoup parce que c'est vrai que il y a des moments où on prend un peu de recul sur soi, on a plein de bonnes résolutions, un peu comme au mois de janvier. Et puis on revient et puis hop, au bout d'une semaine, tout est oublié, tout revient comme avant. Tu t'étais noté t'avais mis en place des tips ou des petits, je sais pas, checkpoints pour savoir, OK, est-ce que je suis bien alignée par rapport à tout ce qui est ressorti de ce voyage ou comment tu faisais au quotidien pour te dire, oula, attention, là tu dérives. En fait, ce que j'ai mis en place, ce sont des moments avec moi-même. Donc, par exemple, j'ai commencé il y a un mois une formation en méditation, et je sais que c'est important que j'ai un accompagnement en fait qui me permet d'avoir ces périodes qui sont fixées dans mon agenda et qui vont me permettre de me reconnecter à moi. Et donc, j'ai mis donc cette méditation. J'ai mis aussi en place tous les soirs, je prends 15 minutes pour écrire en fait ce que j'ai vécu dans ma journée, ce que j'ai ressenti. Et c'est vraiment ces moments d'introspection qui me permettent de me dire, OK, là, tu es toujours sur le bon chemin, t'es pas en train de dévier. Et notamment, tu vois, par exemple, cet échange où on a échangé sur les questions enfin, sur ce qu'on allait pouvoir échanger. Ce sont vraiment des moments pareils qui me permettent de me remettre en question et de me dire, OK, là, t'es sur la bonne route. C'est ultra inspirant parce que les virages comme ça à 90 degrés où tu quittes le salariat et tu te reconnectes à qui tu es sont, alors je sais pas toi, mais moi quand j'ai commencé, mais tellement plein de doutes. Est-ce que je Mm. vais y arriver? Est-ce que je suis pas trop exigeante? Et en fait, c'est totalement une utopie de vivre de ce qu'on aime. Est-ce que je vais devoir à un moment donné retourner dans le salariat? Bref, toute cette question entre suivre ses rêves et suivre, entre guillemets, le boule ou la facilité, euh, c'est euh, c'est des questions qui viennent constamment, je trouve, mettre une certaine dualité en fait entre soi et soi-même, bah, un peu la voix de la raison et la voix du cœur, quoi, qui est pas facile. Et c'est pas mal de faire. Moi, je l'ai pas fait ce travail de journaling dans le début de ma transition. Je l'ai découvert après le journaling. Donc, ceux qui nous écoutent, moi, je vous invite vraiment à faire ce travail de journaling pour faire le point sur où vous en êtes, la direction que vous voulez donner, etc. Aujourd'hui, tu dois avoir des moments de doute aussi. Qu'est-ce qui te donne la force ou la foi de continuer? Oui, j'ai énormément de moments de doute parce que je suis au début de cette transition et donc voilà, on sait que une activité, c'est pas, ça se développe pas comme ça en 6 mois de temps. En fait, ce qui m'a permis déjà de retirer une certaine pression, c'est de poser mes objectifs. Donc, je me suis dit, OK, voilà, tu peux tenir autant de temps financièrement. Tu sais que jusque le mois de décembre, tu dois plus aller voir sur les sites d'offres d'emploi. Tu sais que tu as de quoi tenir. Donc, déjà, retirer cette pression financière. Donc, me dire, OK, là, ça, tu peux déjà le retirer tu dois plus penser à ça, en tout cas jusque-là. Et puis faire ce travail, tu le sais certainement, OK, c'est quoi le bénéfice si je retrouvais un travail en tant que salarié. Et le fait d'avoir été voir ça, c'est OK en fait. Et je me suis retirée toutes ces peurs inutiles qui venaient faire du bruit en fait dans mon quotidien. Et donc là, je me suis dit, OK, donc tu as jusqu'au mois de décembre pour faire ce que tu aimes faire. T'as pas besoin d'avoir peur d'autre chose. Tu sais que c'est OK, que tu peux t'octroyer ce temps-là pour faire ce que tu as envie de faire. Et d'avoir cette énergie, d'avoir retiré ses peurs. En fait, il y a plein de choses qui arrivent dans ma vie. Il y a des choses qui se mettent en place naturellement. Et j'attire des autres personnes, des autres clientes naturellement. Et donc, je pense que oui, c'est ça, c'est important en fait de poser tes peurs, de mettre des dates en fait, des actions en disant, OK, ça c'est mon objectif, je peux attendre jusque là, et là je vais pouvoir vraiment faire ce que j'aime et octroyer tout mon temps à ça pour pouvoir y aller à fond en fait. Ouais, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, si je lis entre les lignes, il y a aussi cette notion de chaque problème un à la fois. C'est-à-dire que le problème de retour dans le salariat, il n'est pas là tout de suite. Il sera en décembre, janvier. Donc, d'abord, on traite le premier problème, peut-être trouver des clients, faire ce que j'aime, etc. Et cette chose-là, où on sait qu'on peut tenir en décembre, janvier, eh ben, on le garde de côté, on le met en décembre, janvier.
Et ça change Exactement. beaucoup de choses de se dire aussi, est-ce que là, je me prends la tête pour quelque chose qui est là tout de suite un problème, ou est-ce que je me prends la tête pour un potentiel problème de plus tard? Exactement. Oui, c'est vraiment ça. Et le fait je vais dire, de planifier ses problèmes, on va dire, Mm. ça retire vraiment de la pression sur le moment même et ça nous permet d'avancer et de pouvoir penser à l'essentiel au final. Ouais, exactement. Pas avoir ce bruit qui vient pomper de Ouais, l'énergie inutilement. exactement. Et comment réagit ton entourage? Parce que c'est quand même un sacré, sacré changement, que ce soit tes proches, de la famille, les amis. Comment ils ont accueilli toute cette transformation? Mais écoute, quand je leur ai annoncé que je partais, étonnamment, ça a plutôt été bien pris. Mais je pense que je m'étais tellement construite cette image de la fille qui sait ce qu'elle fait, qui réussit tout ce qu'elle fait, qui est sûre d'elle, que en fait, ils n'ont pas eu peur déjà et qu'ils ont eu confiance en mon projet. Ce qui m'a marqué, c'est plutôt au niveau de mes enfants. Donc, j'ai deux enfants qui ont 25 et 21 aujourd'hui. Et en fait, le fait que moi, je m'autorise à vivre ma vie, à faire ce que j'avais envie de faire, eh bien, j'ai vu qu'ils s'autorisaient exactement la même chose. C'est marrant parce qu'ils sont partis tous les deux dans deux pays différents pendant, moi, j'étais en train de vivre ce voyage. Et ça a vraiment été quelque chose d'hyper marquant pour moi. Je me suis dit, waouh, en fait, tu t'autorises à faire ce que tu as envie de faire, à vivre ta vie, et tu le vois que chez eux, ça se manifeste naturellement, en fait. Mm. Et c'est ce que je dis encore souvent à mes clientes, c'est que je leur dis, si tu travailles pas sur toi, pour toi, fais-le pour ton entourage, fais-le pour tes enfants, parce que tu vas avoir des choses magiques qui vont arriver autour de toi. Ouais, carrément, c'est une prise de conscience. Alors moi, ils sont tout petits, mes enfants, 1 an et demi et 3 ans, mais que j'ai eu quand ma fille, elle devait avoir 6 mois, 1 an. On a tendance à se dire, il faut tout sacrifier pour les enfants. C'est ça leur montrer le bon exemple. Mais en vrai, en sacrifiant tout pour ses enfants, on leur montre juste l'exemple que bah, profite de ton enfance. Parce que quand tu seras adulte, tu sacrifieras tout pour tes enfants, tu sacrifieras tout pour les autres. Et forcément, ça renvoie pas forcément une image qui fait rêver de la vie d'adulte. Alors que si on leur montre, bah ouais, là, écoute, toi tu veux faire ça, moi j'ai pas envie, ça me saoule. Je le fais pas, je pense savoir. Bah, on leur envoie le message de, tu vois, plus tard, qu'importe le moment de ta vie, tu peux penser à toi. Il n'y a pas que quand tu es enfant que tu es le centre du monde. Tu peux penser à toi, qu'importe le moment de ta vie. Et je pense qu'en effet, c'est l'un des plus beaux partages et messages qu'on peut faire passer à nos enfants. C'est prends Ouais, soin de toi et fais-toi plaisir. ouais, c'est exactement ça. Et c'est la plus belle leçon, en fait, qu'on peut leur apprendre, c'est d'oser être soi-même pour justement les inspirer et leur montrer l'exemple à eux aussi, avoir une vie plus tard où ils s'autoriseront à être eux-mêmes. Hmm. Eh bien, écoute, Laure, c'est ultra intéressant ce que tu nous as partagé. J'en retiens plein de choses, que ce soit sur le sens et ce mot de la fin pour ceux qui ont des enfants, je pense, parleront aussi à beaucoup de personnes. Le concept du podcast, c'est à la fin, l'invité propose une question de coaching à nos auditeurs à réfléchir en marchant et en musique pour bah, remettre plus de sens dans leur quotidien, plus d'impact, bref, quelque chose qui va les aider à se développer. Est-ce que tu as une question à poser à ceux qui nous écoutent? Oui, alors moi, la question qui m'a beaucoup aidée, c'est surtout une question quand j'ai un choix ou que j'ai une difficulté et que je ne sais pas quel chemin prendre. C'est si ta vie s'arrêtait dans une semaine ou dans un mois, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que l'horizon, il est peut-être pas un peu court dans le sens où je me dis, si tu me dis une semaine, euh, je sais pas, je pense que je ferais juste la fête avec mes proches, quoi. Je les inviterai en voyage faire la fête avec mes proches. Et du coup, je me dis, il y en a sûrement qui doivent avoir des trucs pareils. Je sais pas, je vais à Bali ou en Thaïlande ou je ne sais où faire la fête. Toi, si tu te dis quoi, du coup? Enfin, toi, dans ces moments-là, avec cette question-là, quelles sont les prises de conscience que tu as eues? En fait, moi, je me la suis posée dans tous les choix que j'avais à prendre. Notamment, par exemple, est-ce que je dois remettre ma démission ou pas?
Est-ce que je reviens en Belgique ou pas? Voilà, c'est plutôt cette question-là que je me pose quand j'ai deux options, tu vois. Qu'est-ce Ouais. que je dois faire? Je suis un peu perdue. Mais par contre, la question c'est aussi une question que je me suis posée et qui m'a aidé un peu à découvrir justement ma raison d'être. C'est, en fait, comme toi, moi, je sais que ma vie s'arrête dans un mois. Ce que je veux, c'est être avec tous mes proches, tous mes amis dans un endroit où on se remémore tout ce qu'on a vécu. Et c'est en fait, c'est là que j'ai découvert que ce qui est important pour moi, c'est vraiment de connecter avec des gens et de s'inspirer les uns les autres. J'ai posé la question et je la pose à chacune de mes clientes. Les réponses sont totalement différentes. Et donc, je pense que c'est aussi une question qui nous permet de découvrir ce qui est réellement important pour nous, que ce soit dans 5 jours, que notre vie s'arrête ou dans un mois. Les réponses que j'ai vues au quotidien sont tellement différentes que je me dis oui, en fait, c'est cette question-là qui t'amène à vraiment ce qui te nourrit et ce qui est important dans ta vie. Ah, c'est ultra intéressant parce que tu as raison, je pars du principe que tout le monde doit avoir la même réponse que moi. Mais très certainement que non, que ceux qui nous écoutent n'ont pas du tout la même vision. Donc non, tu as raison. Du coup, bah, restez bien jusqu'au bout pour avoir votre question de coaching avec la petite musique à méditer en marchant. Et en attendant, Laure, où est-ce que ceux qui veulent te retrouver peuvent te retrouver? Alors, donc moi j'ai le site internet qui est www.pétille.be, donc comme le verbe pétiller, donc pétille.be, ou sur Instagram, donc de nouveau sous pétille.be. Ok, top. Bah, je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. En tout cas, encore un grand merci, Laure, pour cet échange. Je pense que tous ceux qui hésitent à tout plaquer, faire un tour du monde ou autre, vont être énormément inspirés par cet épisode. Tous ceux qui se posent aussi beaucoup de questions sur est-ce que je sens devoir faire un énorme voyage, est-ce que je prends des décisions pour changer ma vie, etc., vont être aussi énormément inspirés. Donc, un grand merci, Laure, et je te dis à très vite. Merci Alexandra, à bientôt. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer comme d'habitude en marchant. Et aujourd'hui, c'est Laure qui te la pose. Et la question est, si ta vie s'arrêtait dans une semaine ou un mois, qu'est-ce que tu ferais? Si ta vie s'arrêtait dans une semaine ou un mois, qu'est-ce que tu ferais?